tôt ce matin, comme il était prévu depuis plusieurs jours, dans les cas des discussions qui s'y déroulent. Nous avons eu les privilèges de l'y accompagner ce matin et nous avons croisé à Luanda Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, mais aussi le haut représentant du président de la République qui nous fait l'honneur de participer à cet exercice exceptionnel de redevabilité parce que nous le faisons spécialement un dimanche parce qu'il est important pour nous, dans le cadre de la tradition qui est la nôtre sous la conduite du président de la République, de vous faire régulièrement le point de la marche du pays et surtout des situations particulière, spécifiquement la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui faisait depuis 2 ans, depuis juillet 2022, l'objet des discussions dans le cadre du processus de Luanda. Vous avez tous suivi cet après-midi ou cet avant-midi que le président rwandais n'est pas venu comme cela a été prévu. Le président de la République est parti, non pas qu'il ne savait pas que son homologue rwandais ne venait pas, mais parce que nous tenons à la paix. Et les gestes du président de la République étaient un geste de considération d'abord pour la médiation, qui s'est particulièrement activée, mais parce qu'il fallait montrer notre engagement pour la paix. La suite, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais cet acte posé par le président rwandais ressemble beaucoup à une forme de paternité de l'action portée par les M23, parce que on en a voulu en faire une ligne rouge. On n'en dira pas plus parce que nous avions, dans le cadre du front justement diplomatique, un général une générale, je vais passer l'expression passe, qui seconde le président de la République sur le front diplomatique. Madame la ministre d'État, merci de nous faire l'honneur encore une fois de participer à cet exercice de redevabilité. Il est un peu spécial parce que c'est dimanche, mais vous comprenez pourquoi. Nous savons que vous avez des heures et des heures encore de travail à continuer, mais on a voulu nous arrêter un moment pour que vous puissiez nous circonscrire d'abord le cadre de ce qu'on appelle Luanda, parce qu'on était censé en finir aujourd'hui, ou tout au moins à l'étape des discussions. Ce n'est pas arrivé. Nous donner une idée de la suite, parce que nous savons que le président de la République a rencontré les médiateurs, mais aussi les péripéties et finalement pourquoi les discussions n'ont pas abouti. Madame la ministre d'État, bonsoir, bienvenue dans cet exercice des redevabilités. Je ne sais pas par quel bout vous voulez commencer parce qu'il y a tellement à dire, mais il serait souhaitable que vous nous dites en liminaire ce que c'était d'abord le processus, comment on a évolué et où est-ce qu'on en est avant que nous puissions prendre des questions des professionnels des médias pour éclairer. Bonsoir aussi à tous les collègues de la presse. Merci pour votre intérêt et votre présence. En effet, un dimanche. Je pense qu'il serait utile de retracer le déroulement du processus de Luanda qui a été lancé en juillet 2022 avec pour mandat spécifique de contribuer à un apaisement des relations entre la République démocratique du Congo et du Rwanda. Cette année, nous avons eu une série de réunions ministérielles dans le contexte de ce processus de Luanda auquel j'ai participé. En 2024, il y a eu un total de 7 réunions ministérielles et j'ai eu l'honneur et la responsabilité de représenter les intérêts de la République démocratique du Congo pendant les dernières 6 réunions, à commencer par la réunion de juillet 2024 qui a abouti à l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu à partir du 4 août. Un cessez-le-feu, il est très important de le dire, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, étant donné que le processus de Luanda est un processus qui réunit 3 États, la République démocratique du Congo, le Rwanda et la République d'Angola en tant que facilitateur. Et donc, la réunion de juillet a abouti à cette entrée en vigueur d'un cessez-le-feu à partir du 4 août, signé par la RDC et par le Rwanda. Une autre étape importante a été franchie le 5 novembre avec la mise en place du mécanisme de vérification ad hoc renforcé à Goma. Je me souviens que cet événement avait été aussi largement diffusé et couvert par la presse parce que c'était une mise en place de ce mécanisme qui a été faite dans la présence des 3 ministres des Affaires étrangères, à savoir moi-même pour la République démocratique du Congo, le ministre Tete Antonio de la République d'Angola et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Ce mécanisme a donc été lancé le 5 novembre et avec l'objectif de suivre la mise en place, ou la mise en œuvre plutôt, et l'exécution du cessez-le-feu et de faire des rapports en cas de violation du cessez-le-feu. La 3e étape importante était la signature du concept d'opération
le 25 novembre 2024 par la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le concept d'opération, le cœur, si vous voulez, du projet d'accord qui a été présenté par la facilitation, a deux piliers principaux. Le premier, l'engagement du Rwanda de retirer ses forces du territoire souverain de la République démocratique du Congo. Et le deuxième pilier, l'engagement de la République démocratique du Congo de neutraliser les FDLR. Et donc, le 25 novembre, le concept d'opération a été signé par la RDC et par le Rwanda. Et hier, nous avions donc la 7e réunion ministérielle qui avait pour objectif de finaliser l'examen du projet d'accord qui avait été présenté par la facilitation aux deux parties prenantes et ainsi préparer le sommet prévu aujourd'hui, le 15 décembre, entre les présidents de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Angola. Et donc maintenant, je voudrais me pencher sur le déroulé de la réunion d'hier, la réunion ministérielle, parce qu'en effet, comme le ministre Mouyaya l'a indiqué, le sommet n'a pas eu lieu aujourd'hui et ceci était lié à une série d'impasses et de blocages pendant les négociations, les dernières négociations que nous avons eues hier. En effet, pendant ces négociations, le Rwanda a brandi à nouveau le prétexte de l'importance d'une solution négociée et d'un dialogue direct entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe terroriste du M23. Une chose que nous n'avons jamais acceptée et que nous n'allons jamais accepter. Ce qui est clair, c'est que le groupe armé M23 était partie prenante du processus de Nairobi, s'est auto-exclu quand il a repris les armes et que si ce groupe veut avoir un espoir en termes d'une possibilité d'exprimer ses griefs, et c'est par le président Uhuru Kenyatta. Et donc, la question du M23 a ressurgi, mais cette fois-ci sous une autre forme, parce que le Rwanda a insisté sur le fait qu'il y ait d'abord un dialogue direct entre la RDC et le M23, avant même qu'un accord puisse être signé. Et donc on voit que c'est une approche différente. Quand on parle du CONOPS, quand on parle de l'engagement pris par les deux parties, soit de retirer les troupes rwandaises de la RDC ou de neutraliser les FDLR, ce sont des engagements qui sont pris dans le cadre d'un accord qui va être signé. Par rapport à la question du M23, le Rwanda a mis comme condition préalable à toute signature et à tout sommet qu'il y ait d'abord un échange direct et un dialogue direct entre la RDC et le M23. La République démocratique du Congo a rejeté cela, tout d'abord parce que c'était une tactique qui a été sortie en dernière minute et nous l'avons vu pour ce qu'elle était, une tactique pour bloquer le processus, et aussi parce que nous avons toujours défendu notre position. Nous n'allons pas discuter directement avec un groupe terroriste. Et donc ceci a eu pour résultat que le Rwanda a exprimé son avis que le sommet n'avait plus lieu d'être. Et donc nous nous sommes retrouvés dans cette situation malheureuse ce matin où nous avons dû constater que le président rwandais, Paul Kagame, avait décidé de ne pas honorer l'invitation de son homologue angolais. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui, a honoré sa parole et il a honoré aussi les efforts inlassables du facilitateur et s'est rendu ce matin à Luanda. Il s'est rendu ce matin à Luanda pour lui-même aussi constater l'absence de son homologue rwandais, ensemble avec le facilitateur. Et je pense que nous sommes arrivés à un moment assez tournant parce que nous avons tous pu constater hier que le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Angola étaient très proches d'avoir un accord de paix. Mais que le Rwanda a fait le choix de supporter et de continuer son appui envers le M23 aux dépens d'une perspective d'une paix et d'un accord de paix. Entre la paix et le M23, le Rwanda a choisi le M23. Donc, je pense que ça nous donne déjà un peu le tableau général de la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés.
Mais encore une fois, je pense que c'était important que le président de la République se soit rendu à Luanda parce qu'il a pu échanger avec son homologue angolais et aussi exprimer sa reconnaissance pour ses efforts de médiation qui ont été déployés pendant plus de 2 ans par l'Angola. Et donc voilà, merci beaucoup Madame la ministre d'État de la concision. Vous avez dit beaucoup de choses, nous aurons l'occasion de revenir sur certaines avec les questions qui seront posées, mais très rapidement, comment s'est déroulé justement ces discussions? Parce que nous savons que vous alliez jusqu'à des heures. Nous avons suivi que, par exemple, les Rwandais traînaient les pieds pour venir. Vous avez dit il y a quelques jours au Conseil de sécurité que dans le cadre, par exemple, du mécanisme de vérification, les experts ne venaient toujours pas. Est-ce qu'il y avait véritablement une volonté durant ces discussions de parvenir à une solution ou est-ce que c'était les gesticulations habituelles pour finalement dévoiler les vrais visages à la fin? Je pense que ce qui est important, c'est d'éviter les spéculations et de se concentrer sur les faits et sur les postures et sur les décisions politiques que le Rwanda a prises et que le Rwanda doit assumer. À commencer par le cessez-le-feu, entré en vigueur le 4 août. Depuis le 4 août, nous avons tous observé des violations récurrentes de ce cessez-le-feu par les forces armées rwandaises présentes en République démocratique du Congo en violation flagrante du droit international. C'est la raison pour laquelle la facilitation, la République démocratique du Congo et le Rwanda aussi ont mis en place le mécanisme de vérification ad hoc renforcé pour que toutes ces allégations de violation du cessez-le-feu puissent être examinées et corroborées. Et donc ce mécanisme a été mis en place le 5 novembre, mais aujourd'hui, le 15 décembre, donc 40 jours plus tard, nous notons avec déception que la République démocratique du Congo a déployé ses experts le 5 novembre, que l'Angola a déployé ses experts le 5 novembre, mais que nous attendons jusqu'à présent les experts du Rwanda. Et j'ai même soulevé la question ce lundi au Conseil de sécurité, et je me souviens que l'ambassadeur du Rwanda a répondu que les experts étaient en route. Je ne sais pas s'ils se sont perdus. Je ne pense pas que le Rwanda soit si grand qu'on se perde pendant tant de jours, mais ils ne sont toujours pas arrivés à Goma. Donc, depuis lundi, et selon la réponse de l'ambassadeur, du représentant permanent du Rwanda aux Nations Unies, les experts du Rwanda qui ont été nommés pour participer au mécanisme de vérification ad hoc sont en route vers Goma. Le temps qu'ils arrivent. On va commencer la série des questions. On commence par M. Bienvenu Marie Bakoumania, et puis ce sera Ange Kassongo, puis M. Achille Kadima. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir. Est-ce que la partie congolaise était surprise par ces refus du Rwanda de se présenter à la table de la signature? En cette séance, je suppose que vous avez compris comment il procède. Ma deuxième question, elle est aussi petite. Luanda parle de report. Kigali également parle de report. Kinshasa parle de quoi? Report ou échec? Merci. Voilà. Madame la ministre d'État, vous pouvez répondre s'il vous plaît. Alors, la surprise, écoutez, comme je l'ai dit, nous constatons toujours la posture du Rwanda et je pense que cela édifie notre compréhension de la partie rwandaise dans sa posture de négociation. Surpris, non, nous ne l'étions pas parce que, comme je l'ai indiqué auparavant, les discussions étaient extrêmement difficiles et pénibles. Nous avons reconnu qu'il y avait un manque de bonne foi, et ça de manière perpétuelle. Et à 1h du matin, après plus de 6 heures de négociation, quand la nouvelle est arrivée que le Rwanda allait se retirer et que le président Kagame n'allait plus participer, nous n'étions pas surpris. Parce que c'était pour nous l'aboutissement d'un effort perpétuel qui avait été mené pendant la journée. Et nous n'étions pas surpris parce que nous nous sommes rendus compte que l'étau se resserrait sur le Rwanda. Si nous avions eu la présence du président Kagame et la signature, nous serions maintenant dans un contexte d'obligation légale, dans un contexte dans lequel un chef d'État ou 3 chefs d'État auraient signé un accord et seraient tenus redevables pour sa mise en œuvre.
Et donc pour nous, c'est une confirmation de la posture du Rwanda et nous parlons de manière très ouverte de cette confirmation de la posture du Rwanda parce que ça a été aussi un long combat pour la République démocratique du Congo de dévoiler justement cette posture du Rwanda au monde entier. Et donc nous restons mobilisés pour la paix. C'est pour cela que nous avons participé jusqu'à la dernière minute. C'est pour cela que notre président s'est rendu à Luanda. Mais nous ne sommes pas surpris que le Rwanda n'ait aucun intérêt à ce qu'il y ait un accord et à ce qu'il y ait une paix durable. Sa posture, comme j'en ai parlé, que ce soit par rapport au cessez-le-feu, que ce soit par rapport à la question du mécanisme de vérification ad hoc, ou que ce soit par rapport aux postures qui sont défendues même dans le Conseil de sécurité, la posture du Rwanda nous montre clairement que c'est un État qui ne respecte pas le droit international, que c'est un État qui n'a aucun scrupule de violer le droit international et de se présenter comme victime. Et nous, notre combat diplomatique, tout comme notre combat en termes de communication, est justement de montrer à toutes les parties prenantes le vrai visage des uns et des autres. Le nôtre, il est clair. C'est un visage d'un pays déterminé, c'est un visage d'un pays qui cherche la paix et qui reste engagé malgré les défis et les obstacles. Par rapport à votre deuxième question, est-ce que c'est un report ou un échec? Bon, l'un n'exclut pas l'autre. L'échec, en effet, il doit être constaté. Encore une fois, il y a un président qui invite ses homologues, qui invite 2 de ses homologues, et un qui ne vient pas, qui ne daigne pas d'honorer cette invitation. C'est un échec. La conséquence, c'est que certains acteurs essayent quand même de rester mobilisés pour la paix et font preuve de patience et de sagesse et disent « nous allons quand même continuer nos efforts ». Et c'est pour cela que nous n'abandonnons pas. Et c'est pour cela qu'il y aura un autre sommet. Et c'est pour cela que nous parlons ensuite d'un report. Mais d'abord, tout d'abord, c'est un échec. Et c'est l'échec du Rwanda. Tout à l'heure, apparemment, il y avait un petit souci de micro. Donc, la ministre d'État répondait à votre question si la République démocratique du Congo était surprise par la posture du Rwanda, ou encore pourquoi on parle, nous, des non-tenus, ou pourquoi on parle des reports, des discussions. Mais la vérité, c'est un échec pour le Rwanda. L'autre vérité aussi, c'est qu'il y a eu la démonstration de qui veut la paix et qui ne la veut pas. Il y a eu la démonstration de qui est le vrai fondateur, parrain, porte-parole du M23. Et c'est tout à fait clair. Les faits aujourd'hui démontrent qu'il y a un pays qui veut la paix, qui travaille aux côtés du médiateur, mais il y a un autre qui, par des subterfuges, trouve des voies et moyens pour pouvoir s'y dérober. De toute façon, nous, avec le président de la République, on y mettra fin, d'une manière ou d'une autre. Madame Ange Kasongo, s'il vous plaît. Bonsoir, leurs excellences. Alors, permettez-moi de poser mes 2 petites questions en anglais, s'il vous plaît. C'est Ange Kasongo pour Reuters. So the first is, can you tell us, please, what Kigali expects from the DRC with regard to the FDLR specifically? And secondly, we want to know what does this postponement mean for hopes of resolving these conflicts, finally? Thank you. Do you want to go now, or maybe we should answer on that at the end of the briefing? We can do that, yeah. Okay, we will come back to your question. Let's finish with French first. Okay? Thank you. On va prendre la question d'Achille Kadima. Comme ça, on ne perd pas le fil. On aura l'occasion de répondre en français, en anglais, mais aussi en lingala, pour que les gens puissent bien comprendre. Allez-y, monsieur Achille Kadima, s'il vous plaît. La ministre, selon votre collègue des Affaires étrangères du Rwanda, vous n'êtes pas tombé d'accord à cause de l'intransigeance de votre délégation, à cause de l'intransigeance de la République démocratique du Congo. Dites-nous, madame, sur quel point Kinshasa ne saurait transiger? Quelle est la ligne rouge à ne pas franchir? La deuxième question s'adresse au ministre de la Communication. Monsieur le ministre,
comment interprétez-vous les refus du président Paul Kagame de faire les déplacements de Luanda? Merci. On va commencer par la ministre d'État et puis je pourrai commenter juste après. La question de ligne rouge, elle est claire, elle a toujours été claire et défendue par la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas dialoguer avec un groupe terroriste comme le M23. La République démocratique du Congo, vous le savez tous mieux que moi, vient de très loin. Quand il s'agit des groupes armés, quand il s'agit aussi du poids des négociations que le pays a eu à engager avec des groupes armés qui ont utilisé la violence et la force pour avoir un accès politique ou pour avoir de l'importance ou de l'influence politique ou un accès à des ressources quelconques. Cette page a été définitivement tournée. Et c'est pour cela que pour nous, il est inacceptable. Et je ne pense pas que la République démocratique du Congo soit une exception mondiale quand nous disons qu'il est inacceptable de négocier directement avec un groupe armé qui bombarde des camps de déplacés, qui tue et qui massacre des civils, qui viole des femmes, qui pille des ressources naturelles et qui est aussi coupable d'attaques contre des soldats de la paix. Cette ligne rouge, elle n'est pas exceptionnelle. Chaque autre pays qui se respecte et qui respecte sa position en tant que pays membre des Nations Unies n'accepterait jamais de parler avec un groupe armé comme le M23 et de lui donner ce degré de légitimité. Il y a un cadre très spécial pour la question des groupes armés congolais et c'est le processus de Nairobi. Il n'y a pas de traitement exceptionnel et il n'y a certainement pas de récompense pour les pilleurs, les violeurs et les assassins. Voilà. Alors, sur votre question, comment interpréter le refus du président rwandais de venir à Luanda? Peut-être qu'il faut lui poser la question. Mais si moi je dois vous répondre, c'est parce qu'il refuse de voir la mort de sa créature, parce qu'en réalité, en signant l'accord avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est consacrer la fin. Parce qu'on vous a déjà démontré de mille et une manières que les M23 en réalité n'existent pas. C'est un groupe des supplétifs de pantins qui sont recrutés pour le besoin de faire la couverture de ces œuvres malsaines qui consistent principalement au pillage de nos ressources. La ministre d'État l'a déjà dit et redit plusieurs fois. La guerre, elle est économique. Le mobile qui sont poursuivis par les M23, c'est de s'emparer des zones minières pour être sûr que nous continuons ou que le Rwanda continue à s'approvisionner depuis 30 ans. Et aujourd'hui, pour nous, dans la stratégie du président de la République, sur tous les fronts d'ailleurs, militaires, diplomatiques, médiatiques, économiques et judiciaires, c'est de mettre fin à toutes ces gesticulations. Et donc, sa non-venue aujourd'hui, ce n'est qu'une manière de retarder ce qui va lui arriver parce que nous finirons par y arriver à travers les différentes stratégies que nous avons mises en place. Et donc ça doit être bien clair. Et c'est pourquoi, pour cette question spécifique de l'Est, nous disons que les médias, que les Congolais, nous devons tous faire bloc derrière le président de la République. Et nous savions aujourd'hui qu'il ne viendrait pas. Tout simplement parce que lorsqu'il regarde ce qu'il engrange comme profit à travers les déplacements de population, à travers le pillage systématique, il ne pouvait justement pas trouver sa place dans un environnement où on veut parler de paix, dans un environnement où pendant plusieurs jours, en cette réunion, durant plusieurs mois, ces équipes ont convenu avec les nôtres. Je fais juste un tout petit rappel. Au début de cette crise, les Rwandais parlaient de 3 choses. Ils nous parlaient de quoi? Des discours de haine. Donnez-nous un exemple. Dans un pays de 100 millions d'habitants, discours de haine. Deuxième chose, ils nous parlaient de la problématique de réfugiés. Le vice-premier ministre Lutundu, qui a précédé Madame la Mineta à cette fonction, a signé avec la partie rwandaise des accords sous les auspices de Philippe Augrandi à Genève pour régler la problématique de réfugiés. Et que par la suite, il y avait cette question récurrente, jamais achevée des FDLR, mais nous avons concédé parce que nous voulons aller vers la paix lorsqu'on parle de neutralisation. Et donc aujourd'hui, il y avait donc sur la table plus aucun prétexte pour que nous ne puissions pas faire le pas en avant. Mais lorsqu'on est obnubilé, on s'est nourri pendant longtemps du sang et des minerais du Congo, on veut continuer à avoir cet appétit. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on finira par y mettre fin. Les amis ne vont pas m'en vouloir. Une dernière question.
Allez-y rapidement alors. Est-ce donc un refus pour revendiquer la paternité du M23? Mais je l'ai dit en liminaire, c'est la paternité du M23 qui a été bien évidemment revendiquée. Parce que vous savez, avant, c'était toujours des camouflés. Si les M23 étaient véritablement un problème congolo-congolais, pourquoi le Rwandais doivent en faire une exigence dans les discussions avec les Congolais? Pourquoi? Pourquoi? C'est une affaire rwandaise qu'ils essayent de congoliser parce que parmi nous, il y a des traîtres qui choisissent de rejoindre leur camp en espérant, malheureusement pour eux, qu'ils pourront tuer des Congolais pour arriver aux responsabilités à Kinshasa. Ça n'arrivera plus. Ils auront à la fois le président de la République et le peuple congolais derrière. On va évoluer avec M. Éric Izami. Merci de la parole. Madame Lamineta, vous avez dit et vous avez fait mention que c'est un échec. Mais en même temps, vous avez parlé aussi du report. Alors, que répondez-vous à ceux des Congolais qui pensent que penser au report, c'est comme si nous, Kinshasa, nous croyons encore à ces processus qui a été, à mon avis, vidé de sa substance avec son non venu. Et puis au ministre de la Communication et Médias, Excellence, que répondez-vous à ceux des Congolais qui pensent que finalement on a compris, tout le monde a compris que Kagame ne respecte jamais rien. Mais encore, il faut seulement lui faire la guerre. Mais que répondez-vous à ceux du Congo qui pensent que nous devons lui faire la guerre parce que finalement, il ne va pas nous donner la paix sur un bout de papier? Écoutez, ces Congolais qui veulent la guerre, ils ont raison. Mais il faut regarder le coût que cela représente dans un contexte où nous avons déjà des millions de personnes qui sont décédées. Il faut regarder l'environnement diplomatique dans lequel Madame pourra peut-être mieux dire que moi. Il faut regarder aussi la détermination du président de la République à veiller sur la vie de chaque Congolais. Parce que fort malheureusement, la plupart de ces conflits se déroulent sur notre territoire. C'est pour ça que lorsque nous vous parlons du front diplomatique, le front diplomatique qui aurait pu, avec son rythme, nous donner des résultats. Lorsqu'on parle du front judiciaire, du front économique, du front médiatique, c'est parce que nous devons combiner tous ces efforts pour mettre un terme à une situation qui perdure depuis 30 ans. Madame la ministre d'État. Tout à fait. Et justement, je comprends tout à fait la préoccupation et l'interrogation sur la viabilité du processus de Luanda après un tel échec. Mais en même temps, comme le ministre Mouyaya l'a indiqué, notre combat, il se décline sur plusieurs fronts. Le front diplomatique, c'est le front du dialogue, c'est le front des négociations, c'est le front de l'effort inlassable. En même temps, nous avons d'autres fronts. Nous avons notre front militaire, nous avons notre front médiatique. Et donc, en même temps, nous restons concentrés sur ce processus de Luanda. Pourquoi? Parce que c'est un processus qui va rendre le Rwanda redevable, qu'ils le veulent ou pas. Absolument. Et nous allons continuer la pression et nous sommes reconnaissants du fait que nous avons aussi un facilitateur qui reste déterminé à trouver une solution durable à ce conflit. C'est aussi une manière très importante pour nous de confronter tous nos amis, tous nos alliés de la communauté internationale qui nous encouragent à privilégier la voie diplomatique. Et en effet, nous la privilégions. Mais en même temps, il faut un environnement propice, un environnement diplomatique propice qui rende ce genre d'efforts diplomatiques aussi viables. Et c'est là où nous responsabilisons ceux qui insistent sur la voie diplomatique. Maintenant que nous avons prouvé et que nous prouvons chaque fois que nous allons à Luanda notre détermination, notre sérieux, et que nous faisons face chaque fois à une partie rwandaise qui aime nous faire perdre du temps, qui se perd dans des discours politiques, qui n'honore même pas des invitations d'un chef d'État, nous voulons aussi mettre à l'épreuve cette communauté internationale, ses amis, ses alliés qui insistent sur cette approche diplomatique. Maintenant, c'est le temps que ces voix-là s'élèvent et qu'elles tirent les conséquences des actions et des postures des uns et des autres. La République démocratique du Congo, le président de la République, était aujourd'hui à Luanda. Et il était à Luanda parce qu'il voulait signer un accord, parce qu'il voulait la paix. Où était son homologue rwandais? Très bonne question. Merci. Monsieur Pichi Moulumba, s'il vous plaît. Merci pour la parole, monsieur le porte-parole du gouvernement.
Madame la ministre d'État, j'ai une préoccupation et deux autres que je vais relayer du confrère Saleh des Associated Press. Je note l'échec du processus. Néanmoins, la République démocratique du Congo reste mobilisée, vous l'avez dit, pour la paix. Mais comment feriez-vous comme gouvernement sur le front diplomatique pour faire pression sur Kigali pour qu'il adopte une position sincère et cesse son jeu de duplicité revendiquant, le ministre de la Communication l'a dit, la paternité du M23? Alors, l'idée, petite question, c'est que quel est le contenu de l'accord proposé par la médiation? Est-ce que dans cet accord, les médiateurs fait-il expressément allusion au dialogue avec les M23? Et puis, c'est depuis le 30 novembre que le texte de l'accord vous a été proposé par les médiateurs. Et pourquoi votre réaction n'est venue que seulement hier? Ok, très bien. Alors, par rapport à la première question, comment est-ce que nous voulons maintenir la pression diplomatique? Nous le faisons dans tous les forats. Nous le faisons à travers ce genre de prise de position et ce genre de communication publique. Nous le faisons dans nos interactions avec le corps diplomatique. À cet effet, nous avons déjà pris la décision aussi de rencontrer le corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo pour avoir un échange franc sur le déroulé du processus de Rwanda et ce dernier épisode. Nous le faisons aussi au Conseil de sécurité, où nous confrontons le Rwanda, mais nous confrontons aussi le Conseil de sécurité à ses responsabilités. Nous les posons tous devant leurs responsabilités. Le Conseil de sécurité a pour responsabilité et pour rôle d'être le garant de la paix et de la sécurité internationale. Quand il y a un pays membre des Nations Unies qui se permet de violer l'intégrité territoriale d'un autre pays membre, il faut qu'il y ait des sanctions. Et nous n'allons pas nous lasser de rappeler aux membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité qu'ils ne sont pas en train de faire leur travail correctement. Donc juste pour vous donner un échantillon, si vous voulez, des démarches de plaidoyer que nous entreprenons. Il y a évidemment aussi d'autres démarches de plaidoyer qui sont plus discrètes, qui se font aussi derrière les coulisses. Et donc c'est une complémentarité, si vous voulez, d'efforts qui se font aussi à des différents niveaux. Le contenu de l'accord. Alors, pour vous expliquer, le projet d'accord nous a été donné lors de la deuxième réunion ministérielle. Et donc, les travaux des différentes réunions ministérielles s'étaient concentrés sur l'examen de cette proposition qui a été faite par la facilitation. Et donc, nous avons procédé par l'examen chapitre par chapitre de ce projet d'accord. C'est la raison pour laquelle certaines questions qui ont bloqué sont survenues seulement plus tard. La question du CONOPS, donc la question du désengagement des troupes rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo et la question de la neutralisation des FDLR, nous a pris quand même assez longtemps parce que c'était un travail qui devait être fait au niveau des experts. Et une fois que ce cap a été franchi, nous étions quasiment à la fin de l'examen de ce projet d'accord que la facilitation nous a présenté. Le problème qui s'est posé hier quand le Rwanda a insisté sur l'inclusion justement d'un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et le M23, chose que nous avons toujours rejetée et que le Rwanda a ajouté à cela la condition qu'un tel dialogue ait lieu avant toute signature d'un accord. Et c'est la raison pour laquelle nos travaux n'ont pas abouti hier et que malgré le fait que plus de 90% du travail d'analyse, de négociation de l'accord présenté par la facilitation n'a pas abouti parce que le Rwanda s'est cambré sur sa position d'insister que la République démocratique du Congo, un État souverain, ait à négocier et à engager un dialogue direct avec un groupe terroriste, le M23. Et le Rwanda, encore une fois, je le réitère, était devant l'opportunité de mettre fin à ces négociations sur l'accord. Nous avions tous l'opportunité d'adopter ce projet d'accord, mais le Rwanda a préféré privilégier le M23 et a sacrifié la paix et l'accord, en tout cas temporairement, pour plutôt protéger le M23. Donc voilà, on va prendre une série de questions pour terminer. D'emblée, nous voudrons nous excuser pour les téléspectateurs du journal de la télévision nationale. Nous grignoterons quelques minutes sur le 20h parce qu'il nous reste 5 minutes. Il y a quelques questions en anglais, il faut qu'on épuise une question en lingala aussi. Donc on va prendre les questions de M. Jean-Paul Kabongo, de M. Chris Okamringa
et on va terminer par les questions de M. Fabrice en Lingala. S'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Ministre, pour la parole. Ma préoccupation, elle est toute petite. Alors, au regard de tout ce qui s'est fait aujourd'hui... Vous pouvez élever un peu la voix, s'il vous plaît. Au regard de tout ce qui s'est fait aujourd'hui, on comprend que cette position du Rwanda, c'est une position qui a déjà été fustigée par beaucoup de Congolais. Alors, ma préoccupation est de savoir quelles sont les informations en votre possession, vous, gouvernement, qui font assez que l'option d'une guerre directe contre le Rwanda et certains autres voisins ne soit pas d'actualité, ne soit pas appliquée. Bon, la question, on ne va pas dire que ce n'est pas une option sur laquelle l'on travaille. Je vous ai parlé du front militaire. Mais il y a un coût à la guerre qu'il faut payer. Pourquoi on paierait le coût de la guerre lorsque nous évoluons dans un contexte diplomatique qui peut nous permettre d'arriver à la solution? Et donc, c'est toute la démarche de la Mineta, et vous avez vu qu'elle nous a dit qu'on est arrivé à 90% du processus, et que, même si aujourd'hui la tripartite ne s'est pas tenue, qu'il existe encore des leviers à son niveau. Et lorsque je parle, je n'ai pas envie de rappeler ce que nous disons toujours, que jamais on a autant investi parallèlement dans notre armée. Et donc, ça veut dire que nous, comme gouvernement, nous avons un tableau de bord. Autant nous avons un tableau de bord, autant nous intégrons le fait que nous n'évoluons pas dans un monde isolé et que tous les conflits sont interliés et pour lequel nous devons aussi être en mesure d'écouter certains autres de nos partenaires, tels que le ministre d'État l'a évoqué tout à l'heure. Et donc, il faut considérer qu'au point où nous sommes sur tous les fronts. Ce n'est pas parce qu'il y a un respect des cessez-les-feux, entre guillemets, qu'on dit nous dormons ou qu'on sommeille. Ce n'est pas parce qu'il y a les discussions à Luanda que nous disons que le front judiciaire, on ne le réactive pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des discussions à Luanda que nous disons qu'au plan économique, nous ne faisons rien. Ce n'est pas parce qu'il y a des discussions à Luanda que nous disons au plan médiatique, nous nous taisons, tout va bien. Non. Donc il faut considérer que nous sommes dans une stratégie générale où les fronts sont interliés et le tout est piloté par le commandant suprême, le président Tshisekedi. Monsieur Kanyuni, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Allez-y, Madame la ministre. Juste pour ajouter quelque chose à l'explication déjà très complète du ministre Mouyaya. En effet, il y a plusieurs dimensions et il y a une complémentarité entre ces dimensions. Ce qui est aussi important, c'est que les décisions qui sont prises sur quelle dimension on privilégie sont évidemment nourris par les dynamiques contextuelles. Et donc, tout autant qu'on s'investit sur le front militaire, diplomatique ou de communication, en même temps, cela se fait toujours en fonction de la réalité que nous observons. Et donc, nous ne pouvons pas non plus exclure que parfois, nous privilégions une approche beaucoup plus qu'une autre approche. Et ça veut dire que c'est aussi une lecture dynamique du contexte qui nous permet à appuyer ou à mobiliser, à activer des leviers en fonction du comportement et en fonction des dynamiques que nous observons sur le terrain. Voilà, Monsieur Kanyuni, allez-y, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, Madame la Ministre. Tout le monde est revenu sur l'absence du président rwandais à Luanda. Et moi, je vais directement sur le point de... Parce que j'ai vu le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, avec le président angolais, le président congolais. Est-ce qu'on retourne sur le processus de Nairobi? Ça, c'est la première. La deuxième, depuis la résurgence du M23, c'est pour la première fois que les FARDC, ces groupes rebelles, s'affrontent 15 jours consécutifs. Quelle garantie vous pouvez apporter aux populations du Grand Nord? Grand Nord, c'est Beni, Butembo, Lubero, qui craignent pour une éventuelle avancée des rebelles. Pour le ministre de la Communication, Mouyaya, la position du gouvernement congolais est connue. Pas question du dialogue direct entre le gouvernement et le M23. C'est connu. Mais apparemment, ou pas apparemment, le président Museveni serait, lui, partant pour un dialogue entre le gouvernement congolais et le M23 dans l'EAC, l'Eastern African Community. Et
Pendant ce temps, nous sommes en opération conjointe dans le Grand Nord entre l'armée congolaise et ougandaise. Et connaissant cette région, ça fait 25 ans que je suis reporter de guerre. Ne craignez-vous pas qu'à un moment donné, l'Ouganda fatigué laisse peut-être un couloir au M23 d'avancer sur ces zones-là pour faire plier Kinshasa? Merci beaucoup. Merci. Madame la ministre d'État. Merci beaucoup. Alors, par rapport à la présence du président Uhuru Kenyatta à Luanda et les interrogations autour du processus de Nairobi, parler d'un retour sur le processus de Nairobi voudrait sous-entendre qu'il y a eu un départ. Et ce n'est pas le cas. On a plutôt privilégié le processus de Luanda. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de la question de la présence des forces armées rwandaises sur le territoire national congolais et sur l'urgence justement de rétablir l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. En parallèle, évidemment, il y avait le processus de Nairobi qui a eu un peu moins de visibilité, si vous le voulez. Ce qui est important, c'est que maintenant, le président Uhuru Kenyatta est à nouveau mobilisé et en échange direct avec le président Tshisekedi, mais aussi avec le président Lorenzo. Pourquoi? Parce que la question des groupes armés locaux et des passerelles, si vous voulez, entre le combat armé et la vie civile est de plus en plus importante pour la République démocratique du Congo et que nous voulons mettre l'emphase là-dessus. En même temps, c'est aussi une manière de clarifier et de signaler de manière très transparente que le M23 a une occasion, une opportunité et une voie d'issue de ce combat militaire, de ce combat armé. Donc le processus de Nairobi est redynamisé, il est dynamique et il offre justement des perspectives pour les groupes armés congolais actifs dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et il a évidemment un caractère complémentaire, si vous voulez, à certains aspects du processus de Luanda. Et donc nous nous réjouissons aussi du fait que le président Kenyatta était présent à Luanda, parce que ça nous montre aussi que ces deux présidents, le président Lorenzo et le président Kenyatta, sont mobilisés et sont prêts à travailler ensemble pour des solutions durables et une fin durable à la crise en République démocratique du Congo. La question sur les 15 jours d'affilée d'offensive et de combat entre les M23 et les FARDC et la question des garanties que nous ou que le gouvernement de la République démocratique du Congo peut donner à la population. La garantie, c'est que nos FARDC vont continuer à défendre chaque millimètre et chaque mètre de notre territoire, vont continuer justement à barrer le chemin aux forces de défense du Rwanda et vont continuer à défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Évidemment, nous ne nous réjouissons jamais quand il y a des affrontements parce qu'il y a un risque exacerbé de victimes civiles. Mais en même temps, je pense aussi que le fait que pendant 15 jours, nos FARDC restent valiants et montrent justement leur détermination, c'est quelque chose d'important, c'est un signal fort et ça nous montre aussi que nous sommes protégés par nos FARDC. Voilà, sur cette question, ce qu'il faut savoir, que ce n'est ni l'absence du président rwandais à Luanda aujourd'hui, ce n'est ni la présence de ces forces dans l'est de la RDC qui vont nous faire revenir sur notre position qui est très claire, que je rappelle, nous ne négocierons jamais avec les M23. Encore que, si vous avez bien suivi les propos de la ministre d'État tout à l'heure, elle a dit la discussion qui est prévue avec les groupes armés est prévue dans le cadre du processus de Nairobi. Et la présence du président honoraire Uhuru Kenyatta à Luanda était justement illustratif de la volonté portée par les médiateurs de la crise de s'assurer que les composantes vont de pair. Nous savons tous aujourd'hui, et grâce d'ailleurs au président Kagame, par son absence, que c'est lui le vrai père du M23. Il a toujours régné, mais aujourd'hui il a assumé en portant ouvertement la responsabilité de ne pas faire aboutir le processus aujourd'hui, parce que pour lui, sa créature ne peut pas mourir grâce à sa signature ou à cause de sa signature. C'est la vérité, c'est l'autre vérité d'aujourd'hui, et certains diraient même en langage un peu politicien ici, que c'est lui l'autorité morale du M23. Et donc, lorsque vous parlez de la question du président Museveni, avec l'Ouganda, il faut dissocier
ce que nous faisons ensemble dans le cadre de la traque contre les EDF, parce que le terrorisme, c'est combat en coalition. Même la toute-puissante États-Unis combat les terrorismes en coalition contre Daesh et contre... Pour ce qui concerne la question du M23, je crois que le président Museveni, comme tous les autres présidents de la région, savent qu'il existe un processus. Et donc aujourd'hui, envisager ou penser que Madame la ministre d'État et d'autres experts s'assieront avec des terroristes reconnus qui tuent, qui endeuillent et qui déplacent, ce serait illusoire. De toute évidence, les mécanismes sont prévus. Il ne faudrait pas accorder des primes à la guerre ou à la violence, parce que ça donnerait d'autres exemples. Ramener les M23 à la table des négociations, c'est recréer des problèmes qu'on a combattus. Brassage, mixage avec le président de la République. Le virage qu'on a pris, c'est de nous assurer que nous débarrassons notre armée des traîtres et de tous ceux qui peuvent faire les jeux de l'ennemi pour nous assurer que la montée en puissance soit une réussite. L'illustration, justement, des 15 jours dont vous avez parlé, on veut faire du talk and fight. On pense pouvoir nous faire pression en violant délibérément les cessez-les-feux que Madame la ministre d'État a expliqué tout à l'heure, pour penser qu'on peut, nous, baisser la garde. C'est mal connaître la stratégie du président de la République. On va prendre alors Monsieur Kamringa et puis la question en lingala. Merci beaucoup, Mr. Ministre, pour cette opportunité. J'ai travaillé avec chaîne anglophone, donc je voudrais poser mon question en anglais. Please go. I think you're going to answer to Madame Ange Kasongo questions so at the same time. And then we're going to finish in Lingala. The failure of the meeting between these two leaders is a big disappointment to people who are hoping that a peace deal would be reached. Where do we go from here from DRC's standpoint? My second question is, Rwanda has issued a statement saying that this postponement will allow the facilitator, President Joao Lorenzo, and former Kenyan President Uhuru Kenyatta to have a dialogue. And the dialogue is supposed to be between DRC and M23. I would like your reaction about that. Thank you. Thank you. Ok, donc je réponds aux trois questions en anglais. En anglais, Okay. Et puis on prendra la dernière en lingala. Très bien, je commence avec celle-ci. So, yes, of course, the failure of today's meeting is a disappointment. It's a disappointment, but it's not a surprise. And the fact that we have suffered, we as a community of countries that are seeking a durable solution to this conflict, the fact that we have suffered a setback does not change our resolve, because we have the responsibility towards our fellow countrymen and countrywomen to ensure that they live in peace, and we have the responsibility to guarantee that perspective. Where do we go from here? I think this is an important conversation that needs to happen about the accountability and holding all the participants accountable for their postures, for their actions, or their lack thereof in this process. And I think, again, actions speak louder than words, and we have seen the actions of the Rwandan government throughout. I think this was a turning point, and we do hope and expect that it will have repercussions also in the perception of Rwanda's role in this crisis. Now, about the press statement from the Rwandan Ministry of Foreign Affairs speaking about facilitators having a dialogue with the M23. Well, the role of facilitators is to be a go-in-between to a certain extent, depending on their mandate. And I think this is for the facilitators themselves to decide if they wish to engage with the M23. Again, I can only reiterate the position of the government of the DRC. We do not want to repeat unfortunate precedents where we engaged in conversations and in dialogues with armed groups and rewarded violence. And this is why there is no perspective for direct talks between the M23, a rebel group, a terrorist group that has raped, killed, and terrorized millions of Congolese citizens. There is no perspective for a direct dialogue between the government and the M23. The perspective that is offered to the M23 is to return into the Nairobi process, a process designed for Congolese armed groups who seek to put an end to their armed struggle.
And this is the decision, and I hope the independent decision, that the M23 should be able to take, to clearly state also whether it is a puppet or whether it is an autonomous group that thinks and acts for itself. The two questions from Madame Ange Kasongo. The question on the neutralization of the FDLR and what Rwanda expects from the DRC. This was elaborated in the CONOPS. I will not go into the details of that. The question of neutralizing the FDLR is not a new one. It's an issue that the DRC has worked on, including in joint operations with the Rwandan Defense Forces. And so the question here is to neutralize FDLR elements that are still active and present in the DRC to the extent possible. I want to emphasize the fact that the FDLR have been present and active in DRC for the past 20 years, but they have also been combated by the DRC for the past 20 years. And so while we make the commitment to neutralize the FDLR, I think this goes hand in hand with a thorough assessment of the FDLR as they currently stand, their numbers, and their threat capacity. And there is a need also to contextualize this in the efforts of neutralization to make sure that we have a clear picture of what threat the FDLR, what real physical threat the FDLR represents. The second question was the hope to resolve the crisis. I think I answered this a bit in the first question that your colleague asked. But again, I think the government of the DRC cannot afford not to hope and not to fight for peace. This is our responsibility towards the citizens of this country. And as we mentioned repeatedly today, this effort is articulated on various dimensions. There's the diplomatic efforts, the military efforts, the legal efforts, the communication efforts. And so in this context, I, as a Minister of Foreign Affairs, will continue all my diplomatic efforts, will reinforce these efforts to make sure that we keep the pressure and to make sure that we keep also the trajectory that was set forth in the Luanda process to help us navigate and reach a durable solution to the crisis which we find ourselves in. Thank you so much. La ministre d'État répondait à quelques questions en anglais portant notamment sur la neutralisation des FDLR et sur la suite du processus, sur notamment la manière dont on va construire la paix. On va prendre rapidement la dernière question en Lingala pour être en mesure d'expliquer à ceux qui nous suivent en Lingala ce qui s'est passé. Solo na Lumbango bai Congo démocratique bazalaki na elika penza ya komona masolo ya bai nkumu ya ekolo pe nkumu ya ekolo ya Rwanda basolo la po na kotia okio na mambi matali bitumba o moniele ekolo Congo démocratique nzoka nde makamana masalemite na yo mwana mboka Patrick Muyaya otalisa na bai Congo démocratique solo bitumero continuer toujours tope bino pe mbula matali ekolo Congo démocratique ndenge tomona ki toma koengela kamambia bapaya ko tia mokoloto na mikanda kuna na ekolo ya Russie epesa ki sayo motema na bai Congo démocratique balobi solo Congo démocratique telemi pona ko bundisa bongo bai ba ko sala biso mabe masolo yango mama bosola ki ndenge nini kuna na Russie et puis na ntoma Patrick Muyaya tokobunda tope tokobunda te tozela kaka Kagame to bondela kaye ye pe atubaka biso bembeli na sima mokongo matondi mingi. Je commence avec la Russie. Allez-y, s'il vous plaît. Je vais être brève sur la question sur la Russie. Donc, ba négociation to zalaki nango na Russie, to signé ba accord na ba russe, ba accord différent pour na kosali sabiso kosala na ba domaine différent. Eza la domaine ya défense, eza la domaine ya économie. En plus, il faut boyer ba que Russie na République démocratique du Congo, to zalaka na ba relation diplomatique. Maintenant, il y a 65 ans. Donc, discussion Petozala Kinango et Zaki Kota là, après 65 ans, Tolingito Kende, Nengenini. Donc, Toyokani que, en 2025, Tokofanda, RDC, na Russie, To Kanisa, ba stratégie, pour na Kosala, ba coopération na Bisso, et Zalamoi, Makasi, na ba domaine différent, y compris défense, mais ba domaine Missou Souneti agriculture P. Donc, wana ezala qui
objectif ya discussion tozala ki nango na Sochi na Russie et tokanisi qu'en 2025 toko continuer ba masolo wana na ba russe. Voilà, na motuna na yo, mais yo moko na kati ya motuna opesi yano. Est-ce que yo sur la muka olobi lelo na okene musala te? Olobi lobi okepe musala te? Soko telemi obunda te, oko vivre ndenge nini? Soki otelemi obundela ekolo na yo te, oko vivre ne bitumbe kosila ta? O biso tokei kokende kovanda kosolola na président angolais eza pe bitumba bakosa bino te. Mama Mineta bisika zali eza parce que temps eza mokuse bon akota bino na ba détail eza te. Omoni ba Rwandais l'air babandaka bazaka ko wangana. Ah biso M23 biso te. Ah biso boete. Kasi lelo bomoni autorité morale na bango abimi. Lelo soko tali Kagame koma biloba loba. Bokende gauche boye koloba. Na ministre na ba réseaux sociaux. Matin, midi, soir, Mama Mineta l'air bakendaka Luanda. Asalaka rapport na Mokondi, asali rapport na conseil pour bayo kanaka na makambu oyo eza ba discussion babi oyo eza à une certaine dimension moyen to sale lango makele les ananoté. Mais kasi bango monaka koloba muno koloba mingi esumukaka. Kasi lelo mabe na bango monani na mpoasa. Parce que batunyo su bayebaki que lelo 7e fois ba discussion et salami ba discussion ça qui makasi l'air etalaki oyo mama lobia wa makambotali désengagement il y a ba force na bango bazana kati ya territoire na biso ba rapport à Nations Unies s'établir bazakasuki 4000 na makamnyo so basala kaya mabe d'une part biso petozaki la responsabilité na biso po ba kosela biso bakamobele o ba FDLR to lobi bon d'accord tokosi lisango kasi lelo il fallait ko komiselo ko ana na suka bon to banda ko solo là depuis 2 ans. Mukula suka bango baye balobi biso na bino moyen to cha mokolo to ezate na papier parce que bosololité na batu na biso ya M23 mais boni bango balobaka M23 za ba congolais ko bundana ba congolais boni bongo bango ba rwandais baya ko telema balobi soki bino ba congolais entre bino boyokanité biso na bino to kiko signer est-ce que ça suspecté par hasard et là kisi ke papa aboyi mwana na ya kufa mwana oyo asalelaka pona koyiba pona koboba pona kovioler pona kopie kasi biso pe otosali eza pe kozala yuma te toza awa na bisa bino tozaka na ba front mitano ya liboso ya basoda ya mibale ya mama diplomatie ya misatu justice ya mine économie ya suka bino bapandisango yango tozo sala exercice o tozo ba pena lingala po ba o bazana ndaku baye ba bitumba oyo ezalaka bitumba ya président Félix Antoine Tshisekedi te eza bitumba ya ba congolais yepe akuti bitumba oyo ebanda depuis 30 ans kasi na ye lelo toza na mutu moko commandant moko okiko mema biso po bitumba esila yango tosala ba campagne ya bendele ko ya te po ba congolais nyonso ba telema tokoki kozala biso na ba divergence politique eksina makambo etali ko batela ekolo opposition ezalaka te biso nyonso na sima président lelo stratégie na biso eza claire tozali pe ko avancer po lelo to lakisi elongi ya nani aza mukolo M23 ozomona donc ba congolais bazolanda biso na ba oboko solola na bango boyebisa bango ke toza na mama na biso général na makambo etali diplomatie ataza na galante neti basoda ngape général na makamotali communication tozo bunda na sima président de la république pe tozo longa ba bataille eza teneti lelo a bitumbeza na front ezabo ezalaka bongo mais na suka bitumbo biso toko ganyango wana ezeloko bino ya motuya il faut bozana wana mutu pe bino ya motuya botelemelaka ba congolais nyonso bokutana na bango na makambo etali est ou etali mapinga biso nyonso il faut totelemaka. Madame la ministre d'État, on va terminer cet exercice, mais c'est la diplomatie, on le sait. Il y a, vous avez suivi des questions où on pense, beaucoup de Congolais pensent qu'il faut aller vers la solution militaire, c'est celle qu'il faut privilégier. Il y a eu ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, et ce sera votre mot de la fin, en termes de perspective? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut continuer à croire que le front diplomatique que vous dirigez à la suite du président de la République va nous amener les réponses parce que nous voulons nous assurer que notre souveraineté, notre intégrité territoriale est respectée?
Merci beaucoup. Je pense qu'en effet, nous restons mobilisés sur le front diplomatique. En effet, aujourd'hui, c'était un échec. Il y a eu beaucoup d'énergie qui a été dépensée pour avancer vers la signature de cette proposition d'accord. Malheureusement, ceci n'a pas abouti. Mais néanmoins, il était important aussi que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo échange avec son homologue angolais, qui l'a rassuré de sa détermination aussi de continuer sa mission en tant que facilitateur. Et je pense que c'est là la prochaine perspective et la prochaine étape. Le facilitateur qui a un rôle particulier, qui a un mandat qui lui a été conféré par l'Union africaine, qui a aussi l'appui du Conseil de sécurité. Je pense que maintenant, nous allons espérer que la facilitation va se mobiliser davantage pour continuer ses bons offices, peut-être de manière moins visible que dans le contexte d'un sommet, mais je pense que la détermination du président Tshisekedi et la détermination du président Lorenzo étaient très visibles et très palpables aujourd'hui, et je ne pense pas qu'ils sont prêts à abandonner ce combat sur ce front diplomatique. Et donc, nous continuons à espérer et nous continuons à compter aussi sur la détermination de la facilitation angolaise. Évidemment, des autres pays partenaires que vous réunirez dès demain, disons les ambassadeurs, pour être sûr que ceux qui privilégient la solution diplomatique s'impliquent davantage pour utiliser d'autres leviers de pression. Mesdames et messieurs, on va terminer à cet instant cet exercice de redevabilité. Nous voulons vous remercier encore une fois, Monsieur le haut représentant, d'avoir voulu apporter votre soutien parce que vous composez l'équipe avec la ministre d'État et d'autres experts qui est à pied d'œuvre à Luanda pour le front diplomatique. Merci de continuer à servir la patrie. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous devons juste vous rappeler la détermination du président de la République à mettre fin à la guerre. Sa présence aujourd'hui à Luanda était une illustration de cette détermination justement. Bamisusu Balobi, Bakimi, appelé par forfait. Mais la question pour Nabiso, c'était une question de démontrer à la face du monde que tout ce que nous disons, nous disons c'est que nous sommes en mesure de faire et de respecter. Et ce n'est peut-être pas le cas de l'autre côté, parce que le mobile du sang, le mobile du pillage et encore le mobile, le premier, et qui empêche de voir la voie de la paix qui s'était ouverte. Madame la ministre d'État, merci beaucoup. J'espère que nous aurons une nouvelle fois l'occasion de revenir encore une fois pour édifier le peuple congolais de l'action que vous portez à la tête de votre ministère. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre participation. Bonne soirée. Merci.